Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Pour cette fin d'année, nous vous avons préparé un best-of de 2021. Nous avons couvert un large éventail de sujets, allant de l'innovation à la stratégie numérique, en passant par la création de contenu, parcours entrepreneuriaux et bien plus encore. Bon, pour notre part, on est déjà tourné sur 2022, avec de nouveaux invités de prestige, de nouveaux formats, qu'on a hâte de vous faire découvrir. Enfin, pour ceux qui coupent, comme nous en cette fin d'année, nous vous souhaitons de bien vous reposer et on vous dit à très vite en 2022 sur Le Corner. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Ça fait déjà rire Samuel parce qu'il adore mes introductions. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Scrivignac, CDO du groupe Euromédia. Salut Mathieu. Bonjour à vous deux. Salut tout le monde, donc moi c'est effectivement Anthony Baca. Aujourd'hui je suis Deputy Digital Director au sein du Paris Saint-Germain. Moi je suis Yann Bafalio, je travaille chez Avasport et Entertainment, la branche de marketing et communication sportive du groupe Avas. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Emmanuel Alix en charge de toute la partie digitale chez l'équipe. Je me présente moi donc Vincent Batigne, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis depuis un peu moins de 2 ans DGA de la Fourmi. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Vernias. Alors Guillaume, tu es Partnership Développement et e-sport manager au sein de Alpine F1 Team maintenant. Je suis Cyril Nardon, je suis père de famille et 4 enfants et entrepreneur depuis un peu plus de 5 ans. Tu as un exemple de campagne que vous avez mis en place qui a eu un super impact, pas nécessairement parce qu'il y avait un gros budget derrière, mais parce qu'il y a eu une bonne réalisation et une bonne créativité derrière? Là c'est comme de me demander de choisir lequel de mes enfants je préfère. Je pense qu'il y a un truc dont on est vraiment fier, c'est tout le boulot qu'on fait aux côtés d'Uber Eats depuis 1 an maintenant, parce que c'est assez symbolique ou symptomatique de tout ce que je te disais avant, c'est-à-dire que on travaille pour une marque américaine, non endémique, enfin qui fait pas partie de l'univers du sport, qui a clairement un déficit de considération en France de manière générale et qui choisit le sport et le football en l'occurrence pour essayer de corriger une partie de cette perception. Et la réponse qu'on a auprès d'eux, c'est une réponse ultra culturelle, je pense, tant sur la Ligue 1 que sur l'Olympique de Marseille. Et je pense que dans tout ce qu'on a produit, ça montre bien comment on arrive à capter l'univers, comment on arrive à comprendre les audiences et comment on peut aider une marque à rentrer dans cet univers-là et à devenir une marque reconnue et acceptée par les fans de foot. Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Donc évidemment, on le fait pas seul. La marque elle-même a plein de super opportunités, plein de super projets. Il y a d'autres agences qui bossent aussi dessus. Mais je pense que la réponse qu'on leur apporte, elle montre vraiment à quel point on comprend bien l'univers, les audiences, et on les aide à rentrer dedans. Vous produisez aussi le Tour de France. Donc là, faut imaginer le setup. Il y a des hélicos qui tournent, il y a beaucoup de choses. Vous avez mis des capteurs il y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans sur certains vélos. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ces innovations ? Tour de France, c'est incroyable, c'est une super vitrine et on a la chance de faire ça depuis plusieurs années. Il se trouve que on a une techno en interne qui est assez unique. Qui est développé chez nous, c'est la capacité, c'est ce qu'on appelle la HF, c'est la capacité à transporter la vidéo, ça a l'air de rien,
mais transporter la vidéo sans fil. Donc évidemment, on a tous le streaming en tête, mais là on parle pas de la même chose. On parle de la possibilité de mettre une caméra sur une moto qui va suivre les coureurs, les cyclistes, mais que cette vidéo et son audio et ses datas, parce qu'il y a des capteurs, tu as raison, soient transportés en temps réel à plusieurs centaines de kilomètres de là, puisque le car régie, il est sur la ligne d'arrivée. Donc, vous voyez, une étape, ça peut faire 200 km. Donc, les motos suivent les coureurs. Et nous, on transporte la vidéo de la moto jusqu'au car régie pour que le réalisateur puisse faire sa réalisation. Et cette techno-là, c'est une techno qu'on appelle la HF. On n'est pas les seuls à le faire. Mais encore une fois, c'est un savoir-faire fort de Remedia et de nos entités, où on est capable de transporter de façon fiable, avec la meilleure couverture possible, sans rupture. Tu passes le tunnel, tu es au sommet du Mont Ventoux, la vidéo elle est quand même transportée. Ça, c'est quand même une performance. Et pour ceux qui se demandent, du coup, c'est parce qu'il n'y a pas de 4G dans ces endroits qu'on passe par la HF. Il n'y a pas de 4G, et puis la 4G réglera pas ces problèmes-là. Et de toute façon, la 4G, c'est quand même assez récent, et nous, on fait ça depuis longtemps. Il faut transporter avec le moins de délai possible, donc en temps réel. Évidemment, on peut pas supporter de la latence, donc il faut de la fiabilité. Je dis pas que la 4G est pas du tout une bonne solution pour ça, mais pour couvrir ce type d'événement, aujourd'hui, il n'y a pas de 4G. C'est vraiment essentiellement de la HF, relayée par hélicoptère et par avion, effectivement, tu le disais, David, parce que ce signal vidéo, nous, c'est de la radio, donc on l'envoie, il est relayé par un hélicoptère, puis après par un avion qui est encore plus haut, suffisamment haut pour pouvoir voir la ligne d'arrivée, pour être vu depuis la ligne d'arrivée. Donc c'est vraiment une chaîne complète qu'on propose. On a parlé de la vidéo, on a parlé de l'audio, mais il y a les datas, tu évoquais les capteurs. On a mis des capteurs avec notre partenaire ASO notre client et partenaire ASO sur les coureurs, sur les cyclistes, pour aller capter effectivement de la donnée en temps réel et s'en servir après pour faire de la statistique, pour expliquer la performance. Toujours aussi, ça c'est une composante forte chez nous, de travailler sur le storytelling, d'amener des moyens techniques pour améliorer le storytelling. On le fait grâce à la data, mais on a mis en place aussi d'autres solutions comme de la palette graphique. Voilà, on est proche de ces besoins éditoriaux et on met en place des solutions. On est proche des services, de ce que le client veut, l'histoire qu'il veut raconter. Et nous, on est derrière, on est les petites mains pour faire marcher tout ça. Alors, moi, il y a un truc qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que tu nous as parlé de plusieurs territoires avec des équipes qui sont basées là-bas, mais forcément donc de plusieurs fuseaux horaires, et tu ratisses large parce qu'on part du Brésil, on va jusqu'en Indonésie. Donc ça, c'est une vraie contrainte. Tu as une deuxième contrainte, c'est que c'est quand même un seul message que tu dois délivrer, parce que c'est le message du PSG avec ce qui a été décidé et le type de communication qui est créé autour du club. Mais tu t'adresses à des audiences différentes. Comment tu arrives du coup à distribuer le contenu, à faire en sorte qu'il respecte et ce que tu as envie de dire et l'audience qui va le recevoir? Ok, il y a plein de questions là dans ce que tu m'as posé. Il y a plein de questions. Donc, 10 minutes. Pour essayer de rien oublier. Donc, on est passé d'une stratégie de traduction à une stratégie de localisation du contenu. Au début, on traduisait le contenu, c'est-à-dire qu'on faisait un article, l'article était traduit en espagnol, en portugais, etc. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de localiser le contenu, c'est-à-dire de créer un contenu qui soit adapté à un marché. Le fan brésilien, le fan indonésien, le fan japonais, il va pas attendre la même chose que le fan français. Donc, c'est important d'avoir cette stratégie de localisation. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des équipes qui sont implantées localement dans ces pays-là. On aurait pu prendre des équipes sur Paris et puis tout gérer depuis Paris. Mais voilà, on a estimé que c'était plus pertinent d'avoir des équipes qui connaissaient le territoire sur lequel on voulait se développer afin de créer un contenu qui soit adapté à ce territoire-là. Ça, c'était un premier point qui nous a permis vraiment d'accélérer un petit peu notre développement à l'international. Ensuite, Mathieu, l'organisation. Effectivement, le fuseau horaire, c'est 24/24 entre la France, les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient, etc. C'est vrai que on couvre l'ensemble du fuseau horaire. Dans le foot, il y a des événements qui ont lieu à jour et heure fixe. Un match, on joue à 21h, peu importe s'il est 3h du matin en Chine et 17h au Brésil, le match il a lieu à 21h en France. Donc pour ça, on s'adapte. Nos agences basées localement dans ces pays-là s'adaptent et couvrent le match en live. Maintenant, pour le reste du contenu, on essaye de s'adapter un petit peu au fuseau horaire local. Ça va être inutile de poster une photo sur le Twitter brésilien à 3h du matin parce qu'on l'a posté en France à telle heure.
mais autant le poster en milieu d'après-midi au Brésil pour qu'il ait un reach qui soit important. Donc on essaye de s'adapter dans la mesure du possible. Aujourd'hui, moi je regarde beaucoup le golf à la télévision parce que j'aime bien ça. C'est super passif. Alors j'ai vu que en 2020, ils ont fait pour la première fois avoir la capacité que tu puisses toi en tant qu'utilisateur choisir les joueurs que tu veux suivre et regarder les caméras et que tu puisses, c'est la promesse, ne manquer aucun coup du tournoi. Oui, on en a parlé avec dans un autre épisode avec justement Sébastien Oudou chez Canal et effectivement il le réitère d'ailleurs cette année comme quoi ça le public est client de ce genre d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que ça paraît à la fois super simple. Enfin, il faut pas être super innovant ou super inventif pour se dire que l'utilisateur, il a envie de faire ce qu'il veut, quand il veut, n'importe quel moment, et qu'il a envie, s'il a envie de parler à ses copains, qu'il puisse le faire, s'il a envie de choisir sa caméra, qu'il puisse le faire, s'il a envie de gagner des points en faisant des pronostics et savoir qui sera le prochain, qui va tirer le corner ou prendre un carton jaune en direct, gagner des points, et puis à la fois que ça se transforme en une expérience unique. On sait que ça va arriver, on sait que c'est là aujourd'hui, on sait que ce sera là demain, et de plus en plus. Je reprends mon exemple du golf, je comprends toujours pas comment aujourd'hui on n'est pas en mesure d'avoir plus d'informations sur ce qui se dit sur le terrain, parce que l'immersion, c'est vraiment de savoir avec son caddie, il parle de quoi, quel club. Alors de temps en temps, quand il y a un micro à moins de 5 mètres, on entend plus ou moins quelque chose, mais on sent qu'elle a de l'immersion à avoir. Je comprends toujours pas non plus comment on n'a pas en temps réel les pulsions cardiaques du joueur qui arrive au 18, il reste 2 coups, il a 2 coups en tête, et de se mettre à sa place, parce que finalement c'est ça qu'on a envie de faire quand on est spectateur ou téléspectateur, c'est d'essayer d'être au plus près du terrain et au plus près de ce qui se passe. Et on sent qu'aujourd'hui il y a un terrain de jeu et les initiatives arrivent, mais ça prend quand même du temps et il y a une inertie, je pense, par rapport au marché, de se dire pourquoi je ferais ces efforts-là alors qu'aujourd'hui ça fonctionne bien, les gens regardent, les gens payent, et donc entre guillemets, pourquoi il faudrait que j'investisse dans autre chose. La marque Alpine, c'est une marque qui a quand même un petit héritage. En fait, c'est une marque qui a été créée en 1955 par une personne qui s'appelait Jean Rédélé, en fait, qui était un propriétaire de concessionnaire Renault, en fait, à l'époque, et qui voulait créer sa voiture sportive pour aller gagner sur les championnats de rallye. Et donc, il a créé l'Alpine A110, qui était produite en fait à Dieppe, et du coup il a gagné plein de rallyes. Il faut savoir que si il arrivait avec son Alpine à l'époque dans les rallyes, fallait s'attendre à finir deuxième. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et puis voilà, en 2000, alors bon, faut pas que je dise de bêtises, mais à peu près en 2016, je crois. Le groupe Renault relance la marque Alpine et elle relance cette berlinette A110, donc qui est produite à Dieppe aujourd'hui avec des petits volumes. Hein. Aujourd'hui, on est autour de 2000-3000 véhicules vendus par an. Donc, quand le nouveau CEO du groupe Renault, Luca De Meo, prend ses fonctions, il décide de pousser un peu plus la marque Alpine et de mettre la marque Alpine avec la Formule 1. Parce qu'on a aujourd'hui une trajectoire très agressive. Alpine a envie de devenir le Tesla européen, on va dire, avec une gamme de véhicules électriques sportifs pour l'année 2023-2024. Donc voilà. Et puis avec une plateforme comme la Formule 1 qui peut être très très forte médiatiquement pour pousser cette marque qui aujourd'hui est importante en France, en Angleterre et en Allemagne, mais qui a besoin de se développer dans le monde entier. Donc voilà, il y a une stratégie aujourd'hui très agressive pour pousser cette marque qui devient une business unit à part entière du groupe Renault. Selon toi, le sponsoring, ça va vers où si on fait un peu de tendance prospective ? Moi, je reviens à mon métier de base. Je crois fortement que et les organisations sportives s'en sont durement rendu compte depuis un an et demi, avec l'impossibilité d'avoir accès aux fans dans les stades, avec des plateformes audiovisuelles qui sont en train de bouger à vitesse grand V. La question de la relation avec
les fans au sens large. Le comité international olympique dit même direct to people. Il parle de people, pas de fans. D2P. Beaucoup de gens disent direct to consumer, D2C. Tous les domaines de passion, je vous parlais de la musique, c'était flagrant dans la musique au même titre que pour le sport. C'était très compliqué de se retourner. Pour aider le CIO dans leur direct. Je pense qu'on est au cœur de la co-construction, c'est-à-dire que les organisations sportives se rendent compte qu'elles ont cette obligation de créer cette relation digitale pérenne, régulière avec les fans, parce que c'est ça qu'elles ont à enfin déjà c'est leur cœur de métier, parce que c'est des organisations sportives dont le but est de promouvoir la pratique sportive. Faut pas l'oublier quand même. Et même dans les épisodes récents, on s'est rendu compte que les fédérations nationales reprenaient un petit peu de poids vis-à-vis de certains grands clubs, et on voit que le rationnel en dessous de tout ça, c'est que en fait même un joueur de sport professionnel, c'est un licencié d'une fédération qui organise la pratique sportive dans un pays, donc et puis de manière internationale ensuite. Donc il y a ça, et puis ensuite c'est finalement il y a des grandes périodes d'évolution du marketing sportif. Il y a eu la diffusion télé avec les droits télé. Il y a l'arrivée du sponsoring. Évidemment, la nouvelle frontière, c'est l'or noir que tout le monde voit dans le marketing sportif. C'est la data du fan, évidemment. Sauf que il faut se préparer à la collecter. Il faut être capable de la mettre en valeur. Et heureusement, il y a désormais des garde-fous avec RGPD qui font que ce sera pas si facile, et qu'il faudra véritablement avoir un vrai engagement responsable vis-à-vis des fans pour collecter et garder cette data, et c'est tant mieux. Et donc ça veut dire de l'engagement sincère, mais aussi des moyens pour le faire. L'OTT, c'est beaucoup un monde d'agrégation et de consolidation. Je pense notamment à l'entertainment qu'il fait très bien. Si je prends du Apple TV, du Disney+, etc. Est-ce que toi, tu vois dans le sport ce type d'évolution possible, et pour l'équipe, ce type d'évolution possible? Je vais être plus concret. Demain, j'ai une autre plateforme OTT qui arrive en France avec peut-être du droit plus premium ou plus cher. Est-ce que ça peut forcément les intéresser d'être associé à une marque comme l'équipe pour se développer et pour attaquer le marché de manière un peu plus agressive? Est-ce que l'équipe sera ouverte à ce type de consolidation? Ouais, complètement. Ce qui est très clair, c'est que nous, on a une position centrale en France, et que je pense qu'on doit être également distributeur et distribuer ces offres-là, notamment en lien avec notre abonnement. C'est vraiment très clair, et on l'a pas évoqué, mais nous aujourd'hui, notre offre d'abonnement, on a aussi une petite particularité, c'est qu'elle est aussi distribuée par d'autres, par des opérateurs comme Bouygues ou par Canal. Typiquement Canal, quand les gens prennent le pack sport, on leur propose également de s'abonner à l'équipe à un prix préférentiel. Donc voilà, donc nous typiquement demain, on pense qu'on a vraiment une place à prendre sur de l'agrégation d'offres, et de se dire tu veux je vais prendre un exemple. On diffuse la NFL, on diffuse un match par semaine sur le site de NFL. Tu t'es abonné à l'équipe et tu veux le NFL League Pass, un prix préférentiel. Et tu passes par l'équipe, et nous on va te permettre cet accès-là. Donc c'est typiquement ce genre de discussion qu'on peut avoir dès maintenant, qu'on n'a pas lancé là avec le lancement de la plateforme, mais qui sont complètement dans notre idée. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne activation sponsoring aujourd'hui? On parle de plus en plus d'ailleurs de partenariat plus que d'une activation sponsoring. Pour toi, vraiment, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place une activation sponsor? Alors déjà, la première bonne activation d'un sponsoring, c'est d'activer. Et honnêtement, c'est la base, parce que il y a encore beaucoup d'annonceurs qui voient l'outil sponsoring comme une baguette magique et surtout une fin en soi, c'est-à-dire en pensant que c'est vraiment l'outil qui va tout faire. Le sponsoring n'est qu'un outil, c'est-à-dire que si vous l'utilisez pas, ça fait rien tout seul, hein. Alors si, ça va vous apporter un petit peu de notoriété, mais ne misez que sur ça, c'est perdre un peu d'argent, et c'est pas optimiser du tout le formidable outil justement qu'on vous met entre les mains. Moi, je prends toujours l'exemple, je dis toujours,
sponsoring, c'est une pelleteuse. C'est la meilleure pelleteuse du monde, peut-être. Mais en tout cas, c'est qu'une pelleteuse. C'est-à-dire que ça ne fait rien tout seul. Quand on vous livre la pelleteuse dans votre jardin, sur votre terrain, elle démarre pas toute seule, elle creuse pas toute seule, elle fait rien toute seule. Si vous mettez pas quelqu'un qui sait l'utiliser aux commandes, si vous mettez pas un chef de chantier, si vous avez pas une stratégie, si vous savez pas avant ce que vous voulez construire, si vous savez pas quel est le terrain sur lequel vous construisez, le plan d'urbanisme et tout ça, ben vous construisez rien et au bout du compte, votre pelleteuse, ça aura été un investissement qui vous aura rien rapporté et en conséquence, vous vous direz quoi? Et vous direz, ben, une pelleteuse, ça fait rien. Sauf que c'est pas vrai. Une pelleteuse, ça peut faire plein de choses qu'à partir du moment où vous l'activez. Le sponsoring, c'est pareil. Et c'est vrai que on a eu beaucoup tendance dans ce milieu, dans le sport en France, à se dire voilà, je mets tout mon argent pour acquérir des droits. Mais derrière, je les utilise pas parce que j'ai plus d'argent, j'ai pas réservé autant d'argent pour les activer. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre à un annonceur de lui dire vous allez acheter des droits marketing tant d'euros et il faut quasiment mettre tant d'euros pour les utiliser. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Ça vous viendrait pas à l'esprit d'acheter une voiture sans mettre d'essence dedans. Ben là, c'est pareil. Il faut faire tourner le moteur, quoi. Quelle est ta vision pour le moment sur le marché de l'e-sport? Est-ce que tu le traites vraiment comme du sport? Enfin, donne-nous un peu ton ressenti là-dessus, sur le côté. Est-ce que c'est vraiment tu répliques fondamentalement beaucoup de choses qui sont dans le sport sur l'e-sport, donc finalement c'est un peu le même métier, ou il y a vraiment des différences fondamentales dans l'approche? Il y a la logique est à peu près pareille. Donc c'est comme dans tout sport. Quand on parle de sport, il y a plusieurs sports. Quand on parle de e-sport, il y a plusieurs e-sports. Il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs jeux. Donc il y a FIFA, il y a League of Legends, il y a Dota, il y a CSGO, il y a Call of Duty. Donc voilà, ça on peut comparer ça à du foot, du basket, du hand et autres. Donc ça c'est quand même fondamentalement différent. C'est la parallèle avec le sport qui reste tout à fait la même chose. La différence avec le sport traditionnel, c'est que le foot, on est dans ce débat, n'appartient à personne. On est dans le débat, on est dans le dur avec le lancement de la Super League et l'UEFA qui essaye de contrer. Donc, mais globalement, le foot n'appartient à personne. Alors que les jeux vidéo, ils appartiennent, il y a une IP, donc il y a une intellectual property qui appartient à une boîte privée. Une boîte privée qui est là pour vendre de plus de jeux, monétiser et gagner de l'argent. Enfin, on est sur ce modèle-là. Donc ça, ce modèle-là, il est complètement différent. Deuxième grande différence pour moi dans l'e-sport par rapport au sport, et je trouve que l'e-sport a très envie d'aller très très vite, mais vendre des droits pour la Ligue des Champions ne s'est pas fait, d'arriver à des montants comme ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Non. Donc l'e-sport veut aller très très vite et les joueurs qui ont souvent des salaires assez mirobolants sur des grands titres et des grandes équipes. La monétisation et les sources de revenus sont pas encore les mêmes. C'est qu'il n'y a pas de broadcast, il y a les sponsors. Bon, il y a effectivement des grandes marques, mais c'est pas les mêmes tickets que dans le sport traditionnel. Donc aujourd'hui, on est sur un truc où il y a certes une audience incroyable. Faut pas le négliger, c'est qu'il y a une très très grosse audience. Quand une finale de League of Legends attire 46 millions de spectateurs uniques, je suis désolé, mais ça fait quand même un bel événement. Nous qui essayons de comprendre un peu quelles sont, pas les tendances de demain, mais là où les nouvelles technologies t'améliorent une création de valeur ou une façon de rendre plus facile ou optimum ton travail. Du coup, l'idée, c'est plus tu centralises toi à la IBC, tu te mets à Amsterdam ou tu te mets quelque part et t'envoies pas tout le monde comme c'est fait aujourd'hui. Oui, et puis surtout, ça permet d'avoir tous les contenus sources intacts à disposition pour faire ce qu'on veut. Pour moi, l'aspect remote production est très intéressant et ça fait des années que je milite pour ça, mais la vraie valeur au final de tout ça, c'est la possibilité de créer de multiples contenus depuis un point.
Okay. Et si on le fait en production traditionnelle, donc avec les moyens de production sur place, en fait, pour produire un nouveau contenu, il faut un nouveau car régie. Donc, Oui, c'est un déploiement de moyens énorme pour obtenir quelque chose de relativement limité. Oui. Alors que si on a vraiment tous les contenus sources qui sont ramenés à l'IBC, on peut produire ce qu'on veut. Et quand je dis ce qu'on veut, en live, en post-production, enfin tout ce qu'on veut, des highlights, etc. Ouais, voilà. Donc je pense, j'ai toujours la même idée en tête. Aujourd'hui, les gens, alors plus de ta génération que de la mienne, quand ils regardent du sport ou quelque chose à la télévision, enfin quand ils regardent 90 contenu, minutes. Non, mais surtout, ils le regardent comme ça. Alors ça, à la radio, ça va pas le faire. Mais je peux dire comment t'es, quoi. Voilà, en fait, les gens regardent, enfin les jeunes en particulier, regardent sur un téléphone portable vertical. Ouais. Et donc, si on fait des petites images 16/9, bah en fait, on voit rien. Si on veut que les gens soient satisfaits, entre guillemets, il faut produire des images en 9/16 pour que ça rentre et qu'ils regardent. Voilà. Okay. En fait, personne ne tourne son téléphone pour regarder les images. Les gens regardent comme ils l'ont dans la main et c'est donc en 9/16. Voilà. Donc ça, par exemple, il faut le produire, je pense, pour que justement les gens continuent à regarder les événements. Et donc ça, il faut le fabriquer. Et comment est-ce qu'on fait pour le fabriquer ? On est à l'IBC. On a tous les contenus sources et on coupe des images verticales. Tu coupes les images directement et tu les mets en vertical. Que après tu repousses dans la tuyauterie pour l'ensemble de tes et donc ça, c'est un exemple qui est un peu, qui est facile à visualiser parce que c'est, du 16/9 ou du 9/16, c'est assez direct. Mais c'est un des contenus. Paris 2024, d'après ce que j'en ai compris, l'héritage sera surtout immatériel. Qu'est-ce qu'on va garder ? Toutes les équipes, à chaque fois avec nos clients B2B, on leur dit avant votre événement, qu'est-ce que vous proposez ? Pendant l'événement, qu'est-ce que vous proposez ? Après l'événement, qu'est-ce que vous proposez ? La réalité augmentée permet de faire ça beaucoup plus facilement. On ne remplace pas l'expérience physique, encore une fois. Quand il y a du physique, évidemment. On a eu la chance de faire aussi un POC avec Roland Garros et la FFT. Voilà, qu'est-ce qui reste après Roland Garros, quoi ? Est-ce qu'on n'a pas tous vécu depuis tout petit ? Dès que Roland Garros se termine en juillet et que le Tour de France, on se sent à poil, on est en pleine vacances scolaires et on se dit merde, il y a plus rien là. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, il fait beau ou pas ? Voilà, ça on essaie d'apporter cette valeur ajoutée là à nos clients. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, il y a la Transat Jacques Vabre, waouh, Vendée Globe, waouh. Et vraiment les émotions sont très fortes. Qu'est-ce qui se reste après ? Est-ce qu'on peut pas inviter sa communauté, ses fans, ses socios à vivre une expérience tous les jours, les plus belles photos ce qui est tous un vrai les jours. sujet pour toutes les organisations sportives. D'ailleurs, c'est comment tu racontes une histoire un peu plus longue. D'ailleurs, c'est les vrais sujets FIFA, UEFA et aussi comment UEFA un petit peu moins, mais FIFA et Comité international olympique, c'est exactement ça. C'est comment tu racontes une histoire plus qu'une fois tous les 4 ans, parce que tu as une communauté énorme sur laquelle capitaliser et des histoires à raconter qui vont bien au-delà des 3-4 semaines ils ont de tous été bien placés pour en parler. Ils ont une quantité d'infos, photos, vidéos et autres. Ils en ont plein, en fait. Ils l'exploitent pas ou peu. Là, pas plus tard que ce matin, j'étais avec Charlie Cabrel de nos équipes. On est très très fiers de l'avoir intégré au sein des équipes d'Arden Story. On était avec un client qu'on ne citera pas là, mais qui parlait donc c'était dans le monde de la course au large. Il nous disait, on veut faire une expérience réalité augmentée, ça va être dingue. Mais par contre, à un moment donné, on peut ne pas avoir l'expérience pendant 2-3 mois parce que le bateau sera en chantier. Et je lui dis, mais vous pensez pas que ça intéresse, vous pensez pas que ça peut intéresser toute votre communauté de savoir comment alors je leur relatais ce qu'on fait avec la région de Béthune-Bruay dans le patrimoine et la culture avec un bâtiment, c'est pas un joueur, c'est pas un bateau, c'est un bâtiment qui est classé UNESCO qui était en travaux justement. Et dans l'expérience sur Fan Art Zone, on peut vivre les travaux, les hommes et les femmes qui ont œuvré pour réhabiliter ce bâtiment comme un bateau. Un peu dans le football, quand on nous dit « Waouh, je suis joueur de foot, je suis blessé, je viens de me faire les ligaments, j'ai plus rien à raconter. » Mais il y a plein de choses à raconter. Il y a plein de choses à raconter. Quelles sont les histoires et belles histoires à raconter aussi dans une réhabilitation pour pouvoir aller ensemble, tous ensemble, reconquérir les terrains. Donc voilà. Et grâce à la réalité augmentée, forcément, c'est plus simple parce qu'on peut en plus le géolocaliser, le positionner en un clic et donc ça donne, selon nous, des perspectives sympas. D'une manière générale, toi, sur ton parcours un petit peu atypique, etc., tu as des exemples dans ton entourage de
d'anciens athlètes qui ont embrassé une carrière d'entrepreneur un petit peu différente de la moyenne, qui sont des bons exemples et des bonnes transitions à présenter pour des différentes personnes qui se posent la question de à quoi va ressembler leur futur après leur carrière? De grands athlètes, je vais te dire non. Je vais te dire non dans le sens où beaucoup sont. Après, ça prend. Attention, c'est pas du tout un reproche, hein, mais ça prend beaucoup de temps une carrière quand tu la mènes, en tout cas avec les ingrédients qu'il faut pour rester au niveau très longtemps, ou en tout cas t'en donner les moyens. T'as pas toujours ce recul pour te dire. Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure de ceux qui te disent oui, j'ai vu tel exemple et le mec est devenu riche, je veux faire pareil. T'as aussi l'inverse. Ceux qui se disent, moi, ce que j'ai glané pendant toute ma carrière, j'ai aussi vu beaucoup d'exemples qui se sont lancés dans des investissements et qui n'ont plus rien aujourd'hui, même si tu me parles du fait de diversifier, etc. Ouais, aujourd'hui, ils n'ont plus rien, donc tu me garantis quoi? Donc, il y a aussi cette peur, ce capital risque à intégrer. Après, ça, c'est aussi, on peut être 10 dans la pièce, hein. Si on nous dit allez, on va investir, vous deux, vous n'aurez aucun problème parce que cet état d'esprit start-up, entrepreneuriat, ambition, conviction, degré d'exigence, vous l'avez en vous. Mais il y en a peut-être 5 ou 6 autres qui se diront ouais, non, moi c'est pas mon truc, et il faut avoir l'honnêteté de pouvoir se le dire. Donc moi, ceux que j'ai en tête qui ont réussi, notamment mon associé, avant qu'on lance nous notre structure, mais qui avait déjà été symbole de réussite sur une autre structure, c'est malheureusement des mecs qui n'ont pas passé le cap pour être professionnels. Donc très vite ont dû basculer psychologiquement pour pouvoir être symbole de réussite sur autre chose qui allait les botter aussi au quotidien. C'en est où maintenant comme over si on va si on rentre dans le vif du sujet? Bon, déjà, ça a doublé ses effectifs en 2020, ce qui est quand même costaud en pleine année de pandémie. C'est pour ça, et tout. c'est qu'à mon avis, il y a quelques sujets qu'il faut qu'on traite. C'en est où? C'en est qu'on avance. Non, c'en est qu'on avance et que on a été assez. On a eu de la chance si on revient à la pandémie. En fait, comme tout le monde, les premiers jours, on l'a pris comme une claque dans la gueule et puis on était déprimés et puis on faisait un business plan tous les jours, on avait envie de se pendre et puis au bout d'un moment, on a dit écoute, vas-y, le fichier Excel là, il va à la poubelle, on oublie c'est quoi le worst case scénario et on avance et nous on envoie du positif. On occupe le terrain, on est là, nos clients, on a de la chance, notre équipe elle est hyper investie. C'est vrai qu'on avait déjà avant aussi Covid une politique sur le télétravail et la liberté sur les agendas qui était hyper ouverte. Donc il y a eu, évidemment, ça a changé quand même, mais ça n'a pas été un choc terrible. Et on a plutôt des gros clients et qui sont fidèles. La NBA, je le disais, ils sont là depuis 10 ans. Mastercard, on bosse avec eux depuis 2012. Beats by Dre, Union Era, c'est depuis 2016. Bacardi Martini, pareil, et d'autres. Et donc, nos clients, ils sont assez importants aussi. Donc, ils ont tous souffert de la crise, mais finalement, pas tant que ça. Et on a de la chance aussi, c'est qu'on a plusieurs métiers. Et aujourd'hui, on est dans une certaine mesure où nos clients, ils viennent nous questionner ou nous chercher beaucoup sur une problématique qui peut être très large et qui peut ne pas être celle sur lesquelles on est d'habitude parce qu'on est crédible et qu'ils ont confiance. Donc, mais ça veut dire, David, tes deux premières clés, ça a été la fidélité de tes clients et la diversification de ton offre. En gros, c'est ça qui a fait que tu as fait plus que survivre des 2 dernières années. Ouais, alors tu vois, début 2020, nous on a le match NBA qui est un gros truc pour nous, parce que moi ça fait 16 ans à ce moment-là que je bossais pour la NBA, on rematch le premier match de saison régulière de la NBA en France, donc c'est un truc qui est assez cool déjà de se dire qu'on fait partie de ça. Et puis on avait 4 clients sur ce match, donc la NBA, Beats by Dre, New Era et Touquet. Donc on a été très visible avec ça. On a eu deux prix stratégie l'année dernière, on a été élu dans le top 5 des agences et autres, donc ça nous a lancé l'année, et en même temps on a lancé des nouvelles transverses et des métiers ou typologies de clients qui étaient notre département d'accompagnement de talent sur des problématiques de marketing et de com, et d'accompagnement de médias digitaux sur des problématiques de brand content et d'intégration de marques sur leurs médias. Et ça, on l'a lancé en janvier 2020, donc avant la crise. Et ce qui fait qu'en fait, en 2020, on a toujours eu des trucs à dire. Moi, il y a une question qui me vient comme ça, Mathieu. T'as joué 12 ans à Pau, donc à un certain niveau quand même.
comment est-ce que cette expérience de joueurs, de jeunes joueurs, voilà, qui faisaient des groupes en national, etc., comment elle te sert aujourd'hui dans ce métier-là? Et je fais référence à la question de David. Est-ce que le fait d'avoir été joueur, ça te permet de les approcher un petit peu différemment, toi, dans la manière dont tu travailles? Alors, moi, tu vois, j'ai fait, tu parles de mon expérience dans le foot, mais j'ai fait 6 ans ou 7 ans dans le rugby, donc je suis pas de ceux qui disent que pour être un bon sport scientiste dans le foot ou un bon entraîneur, je mets à part, mais ou un bon préparateur physique, obligatoirement, il faut que tu aies fait 15 ans dans le sport. Tu vois. Pour moi, il faut que tu aies une compréhension du sport, ça c'est indéniable. Maintenant, que tu aies joué à bon niveau ou pas, j'y crois pas. Et le problème en plus de cette mentalité de dire faut que tu aies joué pour que tu deviennes entraîneur et ainsi de suite. En fait, tu crées des circuits qui sont fermés, donc les gens réfléchissent toujours de la même façon. Maintenant, moi, ça me sert de façon très très simple. C'est que ça me permet t'as utilisé le mot des traducteurs ou je sais plus quel mot tu viens d'utiliser, mais ouais, nous, en fait, on dit parler le langage, quoi. Tu vas faire en sorte que des choses qui soient techniques et relativement complexes, comment est-ce que tu les banalises, en fait? Exactement. Moi, c'est ce que ça me permet un peu plus de faire, et je le vois encore plus aujourd'hui à Parme, c'est que d'un côté, on a toutes les analyses qui sont basées sur nos données et sur nos recherches. Maintenant, si je vais parler à mon boss, le directeur sportif, ou si je vais parler à l'entraîneur et que je lui dis ouais, mais tiens, là il y en a une variation de 2 écarts types et ceci et cela, ça marche pas. T'es obligé de parler leur langage, donc t'es obligé de t'adapter à eux, et eux ils parlent le football toute la journée. Donc on a besoin de transformer, de traduire en fait toutes ces données et ces analyses dans ce qui leur parle. Et ce qui leur parle, c'est le football. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.